Bonjour et bienvenue cette semaine, nous allons vous parler de plein de choses. Voilà, comme ça, on n'a rien d'autre à faire. Donc, cette semaine, on va vous parler de plein de choses, comme vous l'a dit Sarah. T'as pas tout enregistré, tout le podcast? Si, j'ai enregistré tout le podcast en fait. Ah, quand je vais appuyer, après, elle va tout dire. Ok, donc direct. on arrête après. Ouais, c'est ça. Okay. On a plein de news, on a plein de sujets. On a une équipe un peu réduite encore, parce qu'il y a encore des malades. Ça arrive. Ouais. La semaine d'avant, c'était moi. Cette semaine, c'est Christophe. Ils se sont refilés la mononucléose. C'est ça, exactement. Écoute, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec les news. Donc, Magnéto. Et dans les news cette semaine, on va commencer avec un retour en arrière. Ouais. De la part de Comixology, qui donc a mis à jour son application. C'est la première mise à jour suite au rachat de Amazon. Enfin, par Amazon. C'est pas eux qui ont racheté Amazon. Non, hein. c'est vrai. Ça saurait. Ça aurait pu. Là, on sait l'inverse, quoi. C'est exactement. Donc, bref, ils ont mis à jour leur appli et cette bande de nazes. Ils ont enlevé la boutique de l'application. Du coup, la boutique ne sert plus qu'à lire les comics que tu as déjà l'appli, achetés. tu veux dire. Oui, l'appli. Ouais. En gros, tu as ta bibliothèque. C'est le même principe que Kindle. Ouais. Enfin, sur iPad et tout ça, c'est le même principe que Kindle. Tu peux plus rien acheter. C'est juste devenu une liseuse, quoi. C'est ça. Un centre de stockage et liseuse, voilà. Et il y a un onglet plus qui te dit, il y a plus de comics et tout. Aucun lien vers la boutique, rien du tout. Il faut que tu ailles sur le site de Comixology par toi-même avec tes petites pattes. Et c'est Comixology sur Twitter qui m'a envoyé un tutoriel pour dire comment rajouter un lien du site sur ton iPad. Sur ton iPad, ils sont sympas. Hein. Tu ouvres Safari, t'appuies sur le petit plus en haut, ça rajoute l'icône. C'est juste hyper risqué, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. En fait, c'est la politique d'Amazon. C'est-à-dire que comme ils veulent pas verser 30% à Apple sur toutes les ventes, parce que c'est des achats in-app, ils ont dit. Genre, l'e-frame, un truc, l'équivalent d'une e-frame. C'est quoi? Je pense qu'à terme, de toute façon, Ah non, mais c'est interdit. Ils sont kickés du store. Non, mais je pense qu'en fait, à terme, de toute façon, les comics, on va les retrouver sur le site d'Amazon. Hein. Il y aura une rubrique comics par Comixology. Bah oui, c'est sûr. Je vois pas pourquoi maintenir les deux services. Et peut-être même qu'à terme, l'appli Kindle, elle va fusionner avec l'appli Comixology et t'auras tes comics. Enfin, pour moi, c'est juste le sens du truc. Mais bon, bref, du coup, c'est quand même pas terrible. C'est pas user-friendly, quoi. Non, ça fait penser en fait à Facebook qui t'oblige à utiliser Messenger. Ouais. Ou maintenant. Drive qui t'oblige à installer. Google Drive qui t'oblige à installer. Feuille de calcul. Ouais, ça. Du coup, après, au lieu d'avoir une appli, t'as 2 ou 3 applis. Heureusement que tu peux regrouper les icônes. Heureusement que tu peux faire des dossiers, exactement. C'est à toi de le faire toi-même maintenant, quoi. Exactement. Vraiment pas terrible, les consommateurs, encore de la baise. Merci, Sarah. Encore de la baise, merci, Sarah. Casting de Star Wars 7. Ouais. Totalement annoncé. Donc on a les acteurs principaux de la première trilogie qui sont là et des nouveaux. Alors personnellement les nouveaux je connais aucun. Si à part Bill Wesley, celui qui fait Bill Wesley dans Harry Potter. Oui. Et l'autre j'ai vu dans Sucker Punch. Connor Isaac ou un truc du genre. Okay. C'est le seul que j'ai vu. Je n'en connais aucun. Mais c'est bien, moi je trouve qu'ils prennent des inconnus parce que comme ça, du coup, on se base pas sur un cast. Et puis, enfin. Ah si, il y a Gollum, il y a Andy Serkis dedans. C'est le seul que je connaissais. Mais moi je trouve que c'est quand même bien d'avoir pris des nouveaux visages. C'est un risque, puis pourquoi pas, quoi. Exactement. Après, ce qui me fait chier, c'est qu'ils ont supprimé tout l'univers étendu. Je crois que t'es pas le seul que ça. Donc adieu Kyle Katarn des jeux Jedi Knight et tout, qui était une histoire vachement bien pensée. En plus, c'était vraiment sympa. Adieu Mara Jade, en effet. Enfin, plein de trucs. Après, ça se comprend parce que cet univers étendu a été créé il y a longtemps. Et le film sort à une époque où plus personne connaît ces trucs-là. Donc, ça fait chier, mais bon, pourquoi pas. Ils vont réécrire en fait la suite, quoi. Ouais, ils vont tout réécrire. Mais après, peut-être qu'ils vont pas tout supprimer, tu vois. Peut-être que ces personnages seront toujours présents, mais que l'histoire sera différente. Comme d'ici avec ces New 52, quoi. Exactement. Une réécriture, ça se pourrait. Tu vois, avec des origines un peu différentes, peut-être, mais voilà, tu sais pas. Hein. Après, il y a eu aussi le trailer de Star Wars Rebels. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Oh, moi j'aime bien. Après, c'est sûr que c'est pas Clone Wars, on est plus dans un truc qui a l'air moins dark. Après, c'est diffusé sur Disney XD, je crois. Oui, Disney XD, ouais. Donc c'est trop marrant. Peu plus XD. Donc c'est un peu plus bon enfant, peut-être. Mais l'histoire me plaît, surtout que là, c'est a priori déjà le chasseur de primes, c'est une femme, ça change.
Donc c'est cool, enfin je sais pas, j'ai envie de voir moi. Oui, j'ai envie de voir, mais ça m'a pas vendu du rêve comme quand j'avais vu le premier trailer de Tortue Ninja par exemple. Là j'étais trop fan du chara design et tout le genre, tu vois. Okay. Il me manque ce petit truc. Ok. Il y a eu aussi un teaser de la série The Strain. Là, tu t'as vu ou pas? Pas du tout. Ouais, okay. Guillermo del Toro en fait qui sort sa série de SF. C'est Super Train? Pas du tout. En fait, c'est sur le principe de... Imagine, tu vois, les zombies. Genre, tu meurs quelqu'un, il devient un zombie. Mais c'est la même chose, mais avec des vampires. D'accord. Sauf que c'est ultra gore, ultra violent. Et en gros, c'est une espèce de maladie qui se répand. Et il y a très peu de survivants. Et c'est plutôt un gros massacre général, en fait. Donc, bon, à voir. Ça a l'air sympa. Ça a l'air de faire un peu peur. Enfin, en tout cas, c'est très très sombre, quoi. Je pense que ça va être bien gore et qu'il y aura beaucoup de sang. Bon, on va voir. Après, à niveau esthétique, Guillermo del Toro, donc... Oui, ouais, ça peut être bien. Hein. Mauvaise nouvelle, maintenant, c'est Almost Human. 1 minute de silence. Alors, Almost Human qui a été annulé. Donc, on terminera, si vous l'avez vu, on terminera sur La Jambe. Bah, ça doit être pour ceux qui ont vu la série. Oui. Parce que je comprenais pas. Bah, mais regarde là, franchement, ça vaut quand même le coup de regarder. Bien sûr, il y a que 13 épisodes, hein, je crois que ça, ils sont arrêtés à 13. Ça va être rapide. Ça va être assez rapide. C'était sympa. Alors, peut-être que, tu vois, j'aimerais bien les re-regarder, mais dans le vrai ordre. Parce qu'ils n'ont pas été diffusés dans l'ordre, en fait. Et peut-être que... Ah oui, c'est vrai. Oui, ça, tu l'avais expliqué, que c'était... C'est sympa. Hein. Pour que ça marche mieux, ils ont mélangé. Ça a été utile. Bien joué, les gars. Du coup, ça marchait beaucoup mieux. Je trouve ça un peu dommage. Par contre, dans les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a une adaptation de la série Real Humans, dont Sophie nous avait parlé et dont la saison 2 démarre là. Acta Maniscore, la version suédoise. Ben, en fait, Xbox a lancé son Xbox One, je sais plus comment ils ont appelé ça, Originals. Ouais. En gros, ils produisent des séries pour la Xbox One et pour une chaîne. Et là, ils se sont associés avec, je crois que c'est la BBC One ou Channel 4, je sais plus. Pour faire en fait, alors la série s'appelle Humans et en gros c'est Real Humans, c'est à la sauce américano anglaise quoi. D'accord. Donc à voir, ça sera diffusé évidemment sur Xbox One et sur la chaîne choisie. Il y a aussi la série. Alors je sais plus. Attends, qu'est-ce qu'il y avait il y a du lourd hein, par contre pour le remake. Il y a des... Enfin, j'ai plus la liste, mais bon, vous le verrez. Il y a du lourd au niveau de la réalisation et tout ça. Ensuite, il y a la... Eh ben attends, je me demande si c'est pas Ridley Scott qui va s'occuper de ça, entre autres. Ah ouais. Et il y a aussi la série Halo, produite par Steven Spielberg. Ouais. Ah oui. Ouais. Et alors, par contre, ils se sont associés à une chaîne américaine aussi. Je sais plus laquelle. Tu vois, comme quoi j'ai bien préparé mon truc. Et ça sera aussi diffusé sur Xbox. Donc, d'accord. On va voir. Bon, pourquoi pas. Exactement. Mais ils ont plein de projets sur Xbox One Originals. Il y a au moins 3 séries que j'ai bien envie de voir. Et il n'y a pas que des trucs pour les geeks. Hein. Ils ont du coup un peu élargi le truc. Il y a aussi un thriller qui a l'air assez sympa avec des tueurs en série. Enfin, bon. Bref, à suivre ça de près. Donc, et donc ce qu'il faut retenir surtout qu'il n'y aura pas de saison 2 pour Almost Human. Et ça c'est moche quoi. Très très moche même. Et ensuite... Je ne verrai plus mon chéri Dorian. Voilà. Ah là là. Sauf ça. Ouais. Les figurines Marvel dans Disney Infinity. Ouais, il y a tous les héros, les Avengers qui commencent à débarquer dans Disney Infinity. Vu que Disney Infinity ça fonctionne pas, peut-être que là ça va fonctionner. Ça va fonctionner un peu plus. Ça va. Bah en fait c'est le comment ça s'appelle Skylanders de Disney en fait. Ouais. Où tu peux jouer avec Flash McQueen contre Jack Sparrow. Le design des figurines est sympa. Hein. Ah, par contre, moi je trouve vraiment et alors sympa, celui des Avengers, il est particulièrement bien réussi. Il est vraiment bien fait, ouais. C'est vraiment sympa, mais bon, pourquoi pas. Ça peut être drôle. Mais alors là, après tu vas voir que dans Disney Infinity, tu auras les figurines Star Wars. C'est l'étape suivante. Ah bah c'est clair. C'est un peu l'étape suivante, tu vois. Je vois bien les figurines de Clone Wars ou de Star Wars Rebels. Un petit R2D2, hein. C'est ça. Confirmation aussi. Zack Snyder. Zack Snyder réalisera le film Justice League. Donc bon, c'était plus ou moins sous-entendu, là c'est vraiment validé. Dans le prochain film, nom de code Superman vs Batman,
ou Justice League préquel, ou je sais pas, Justice League Begins. Legend. Il y a donc en plus de Wonder Woman, il y a Cyborg qui a été casté. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, il sera dans le prochain film. Et apparemment, il y a une dizaine de films DC Vertigo en préparation, dont Shazam, 100 Bullets et Fable. Et Wonder Woman. Wonder Woman, c'est. On l'avait déjà dit, Gal Gadot, mais c'est pas certain. Je sais pas, si. Ouais. Elle sera dans Justice League, mais si elle avait signé pour plusieurs films. Oui, il y aura. Elle avait signé pour plusieurs films. S'il y a un film Black Widow, il y aura un film Wonder Woman. Mais il serait temps. Tu crois? Oui, pour faire la nique. Mais bon. Faire la nique, je suis pas certain. Mais bon, bref. Ah bah ça peut être bien, un film Wonder Woman, ça peut être super bien. Il y a Sandman aussi. Voilà. Il y a Sandman aussi qui lui devrait être sympa, avec Joseph Gordon-Levitt. Ouais. Ça peut être cool aussi. Petite news comme ça vite fait en passant, il y a HTC qui lance donc le HTC One M8 Shield Edition. Attention, avec la tête de Coulson en gros. Non mais tu te rappelles pas, Nokia avait fait un Man of Steel et un Batman aussi. Tout à fait, ouais. Ils étaient beaux. Ouais, enfin il y a juste le logo gravé sur la coque. Ah bah c'était beau. Et des fonds d'écran exclusifs. En fait, ils en ont fait un Shield, donc du coup, vous avez des fonds d'écran des films. D'ailleurs, c'est de Captain America 2. Ouais. Et le téléphone derrière, vous avez le logo du Shield en fait, qui est sérigraphié. Gravé ou. Je crois qu'il est sérigraphié, parce qu'en fait, le téléphone est en métal, et dessus, tu as le logo en blanc en fait, donc je pense que c'est pas gravé, c'est sérigraphié. Bon, c'est une édition limitée. Alors, comme d'hab, il y avait LG à l'époque pour le premier Iron Man qui avait sorti un téléphone. Rouge et jaune doré qui s'était vendu à 1500 exemplaires je crois ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup hein. Et qui non mais parce qu'en fait ils avaient produit 1500 et il coûtait pièce je crois dans les 2000 € ou quelque chose comme ça parce que c'était du vrai or en fait il était vraiment plaqué or. D'accord. Pour la sortie c'était en fait si tu re-regardes Iron Man le premier je crois ils ont tous des téléphones LG parce qu'en fait c'était vraiment le sponsor du truc. D'accord. Et donc du coup c'était le LG Shine je crois qu'ils avaient sorti comme ça. Bon ça ils le font souvent. Sorti un en adamantium aussi ou... Non je crois pas. Non. Une Chevrolet Shield. Ouais. Et tu rigoles mais ça serait tout à fait possible parce que Chevrolet a bien fait une édition turbo, le film avec les escargots là, de ces voitures. Parce qu'il y a que des Chevrolet dans le. Ça doit être super. Il y a une coque d'escargot. Non mais t'avais un pare-soleil avec l'escargot tout ça. Ah ouais c'est trop beau. Tu sais qu'ils avaient aussi fait ça, General Motors, avec Cars, où t'avais un pare-soleil avec les yeux, tu sais, comme ça tu le mettais à ta voiture. Ça, c'est rigolo. Et ça faisait comme si c'était une voiture de Cars. Alors que des antennes d'escargot, c'est pas top. Ouais, ok, très bien. Une autre news, donc, une news Apple, on l'a appris là. Enfin, quand vous regarderez le podcast, ça fera déjà un moment, mais. Donc, Apple rachète Beats de Dr. Dre pour 3,2 milliards $. Ça va. Rien que ça. Juste un casque ou tout? Dans toute la société. Là, parce que tu me diras, c'est presque le prix d'un casque. Ouais, c'est vrai que. Ils avaient fait, il y a pas longtemps, ils avaient fait une étude sur la fabrication d'un des casques, je crois que c'était juste les écouteurs, qui coûtaient $12 à la fabrication et qu'ils vendaient $200 en fait, Beats. C'est le marketing, mais c'est un peu comme Apple finalement. Ce qui coûte $100 à faire, ils le vendent 700 quoi. Donc, c'est l'idée. Au moins, en fait, tu payes l'idée, quoi. Voilà. Tu payes pas. Enfin, là, tu vois, sur ce coup-là, ils se retrouvent. Par contre, je trouve que les deux sociétés n'ont pas du tout la même image. Et je trouve ça un peu space que des casques dédiés au hip-hop et tout ça. Et... Ouais, mais c'est beaucoup de hipsters qui portent les Beats by Dre quand même. Hein. C'est vrai? Ah ouais, j'en vois gaver, franchement. Il y en a pas mal, donc ça peut, passer, quoi. Je pense que surtout ce qu'ils ont acheté derrière, c'est pourquoi pas un peu de techno. Bon, non pas que Apple ce soit que des hipsters, mais... Non, d'ailleurs t'as un iPad mini dans les mains. Ouais, mais j'ai une moustache. Ça commence. Mais en fait, le truc c'est que pour les amoureux du son, les Beats by Dre, c'est pas tout à fait ça, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Apple a une réputation tu vois, d'être utilisé vraiment dans le milieu de la musique et tout. Et tu les retrouves s'associer à une marque qui est considérée comme ceux qui ont niqué les oreilles de toute une génération. Je pensais que c'était plutôt bien apprécié. Non, non. D'accord. Il y a beaucoup de basses et tout ça, enfin c'est pas exceptionnel. Ouais, mais c'est la mode dubstep, alors du coup il faut des basses. Ouais, mais tu vois Apple faire un truc dubstep. T'as déjà vu une pub Apple avec de la musique dubstep?
Ou avec du rap. Sur toutes les pubs. Mais grave, mais pas du tout. Non, mais en fait, je pense qu'ils ont acheté, c'est aussi la techno du service de streaming et tout ça. Tu sais qu'ils ont lancé un service de streaming haute qualité, Beats, qui a priori fonctionne pas super bien, mais qui techniquement est intéressant. Je pense que en fait, ils ont acheté tout le portefeuille de connaissances et un fabricant de matériel audio, parce qu'aujourd'hui Apple ne fabrique pas de matériel audio à part ses casques, mais qui valent ce qu'ils valent, mais c'est pas exceptionnel, quoi. Donc bref, un peu curieux à voir ce que ça va donner. Heureusement que je n'ai pas d'oreille. Voilà. Donc, exactement. C'est un peu pourri les casques by Dre, donc heureusement qu'Apple. Donc du coup, je te propose qu'on enchaîne avec la suite. Dans la rubrique série, Sophie va nous parler d'une nouveauté. Oui, alors j'aurais pu vous parler de... Non, stop. Ça a déjà été fait. De Almost Human. Non. Donc tu vas nous parler d'une série en vrai. Qui n'est pas encore diffusée, non? C'est ça? Si, non, pas encore. Ouais, Au moment du live, elle n'est pas diffusée, mais quand vous nous verrez... En fait, ils ont eu la bonne idée de mettre le pilote pendant 2 jours, je crois. 48 heures, je pense. Sur Internet. Pour que les gens puissent se faire un avis. Et la série, elle, par contre, sera diffusée le 25 mai, c'est ça? Le 11 mai. 11 mai, c'était? Ah, je crois que c'était le 25, dis donc. Non, 11. Ah oui, donc ça sera déjà diffusé. Ok. Donc elle démarre que le 11. Donc ça s'appelle Penny Dreadful. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle série de Showtime. C'est en fait tout court. Apparemment, il n'y aura que 8 épisodes. Et ça se passe à Londres. Et pas de saison 2 Ah oui, okay. Ça se passe à Londres à l'époque victorienne. Donc l'idée c'est de présenter un univers un peu gothique, un peu macabre, et de nous faire rencontrer des figures célèbres de la littérature et de l'imaginaire collectif en gros. Donc on nous promet, alors parce que pour l'instant donc déjà on a vu qu'un pilote puis on n'a pas tout vu, on nous promet qu'on va tomber sur Jack l'Éventreur, le Dr Frankenstein et sa créature, Dorian Gray, voilà, tous ces figures un peu emblématiques de l'époque victorienne. Mais dans le pilote, on ne voit pas tout ça vraiment. Le Docteur Who aussi. Ah non, pas Victor. Dans le pilote, on rencontre une femme donc, qui s'appelle Vanessa, qui est assez bizarre. Dire parce que déjà la première scène c'est une scène de prière en latin, donc déjà on est bien dans l'atmosphère, et donc elle va aller trouver un espèce de gars d'aventurier qui qui s'amuse à faire des spectacles de rue, et c'est un Américain, et elle va essayer de le convaincre de faire des missions pour lui. Voilà. Ils sont bêtes. Ils font des selfies. Voilà. C'est la mode. Donc elle embarque dans une mission parce qu'elle sait que c'est un excellent tireur, sans vraiment lui en dire plus, et en fait il va s'avérer qu'elle l'a embauché pour aller faire une chasse aux démons. Oh, Supernatural. Voilà, donc cet homme-là va... Il s'appelle Dean? Non, il s'appelle Ethan. Ah oui, c'est vrai. Il va plus ou moins malgré lui rejoindre un groupe de personnes qui chassent des créatures surnaturelles. Donc il y a cette femme, il y a un espèce de milliardaire, un vieil homme milliardaire une blonde qui marche dans les cimetières qui recherche sa fille. Ouais. Et ils vont aller dans... Alors évidemment ça se passe dans des caves, dans des cimetières, vous voyez l'ambiance, c'est dans des morgues. Et voilà, et ils vont combattre quelques démons. On a quelques exemples dans le pilote. Ils combattent des espèces de vampires ghouls. C'est des créatures un peu hybrides quand même. Ils sont pas allés jusqu'à faire du zombie ou du vampire. C'est ça a l'air d'être des vampires quand même. Ouais, mais ils sont. Mais le chef. Mais le chef des vampires est spécial, ouais, quoi. Ils en disent qu'un. Et il y a un truc bizarre en fait. C'est un peu un mélange de tout finalement. J'ai l'impression. Je sais pas, c'est un mélange de tout. Enfin, c'est un peu. En fait, c'est un peu confus, on va dire ça comme ça. Donc, on a du mal à voir. Disons que pour le pilote, ils ont voulu montrer plein de choses. Voilà. C'est ça. Et donc, en gros, ils sont dans l'optique de. Il existe un autre monde, un demi-monde dans lequel vivent les démons et que les démons peuvent venir. Entre la vie et la mort, voilà, il existe. Peuvent venir parmi les humains. Et en parallèle, on voit qu'il y a une histoire de meurtre dans la population de Londres, des gens qui se font massacrés, oui, vraiment. Découpés en morceaux.
voilà, oui, éviscéré, enfin, tout va, c'est un peu dégueu. Mais bon, et on peut supposer que la police va rechercher un meurtrier classique, voire la population commence à dire que c'est Jack l'Éventreur. Mais en fait, on est en train de supposer que ça va être une créature fantastique, un espèce de gros démon. Jack l'Éventreur, fantastique. Voilà, c'est ça. Alors, pour le casting, hein, on a un casting assez haut niveau. Donc, Josh Hartnett, il avait déjà fait une série, mais c'était il y a 15 ans, donc on va dire que c'est un nouveau dans le monde de la télé, mais on le connaît au cinéma. Donc, Eva Green, qui revient à la télé, mais ça fait pas longtemps. Elle avait... C'était quoi l'autre truc qu'elle a fait? Une série ratée. Un truc tout pourri. Oui, c'était vraiment pourri. Ok. Un truc avec pas que le roi Arthur, hein, quoi. Ah, elle avait pas fait Camelot, oui, c'est ça. Voilà, donc c'est deux figures. Reine avec Alexandre Astier, donc. Non, pas celui-là. Ah non, pas celui-là. Il y a aussi Billie Piper, donc ex-compagne du docteur, et un autre acteur anglais qui est assez connu qui s'appelle, je sais pas son nom exactement, c'est Rory Kinnear. Il était dans Southcliffe. Ah oui. Le journaliste. Voilà, on en a parlé la semaine dernière. Et j'ai oublié qui le vieux là. Aide-moi. Jeremy Irons. Non. 007. Comment il s'appelle? Timothy Dalton. J'ai perdu. Enfin, c'est pas le plus connu des 007, mais... Ouais. Mais d'ailleurs, un saint, quoi. D'ailleurs, comment s'appelle le créateur de la série, c'est un mec qui a bossé sur Skyfall. C'est pas le même, mais c'est James Bond. D'accord. John Logan, il s'appelle, c'est scénariste de Gladiator et de Skyfall, et il est associé pour cette production à Sam Mendes. Donc c'est quand même ça, par contre, c'est bien parce qu'il a fait American Beauty. Ça, c'est Skyfall. Oui, mais American Beauty. Enfin, un peu, dans le gothique, t'as un peu, quand même. Ouais. Quoi dire d'autre? Alors la phrase qu'il faut que je cite parce que là je vais réveiller Timo. Donc John Logan a dit la série est un mélange d'horreur et de fantastique psychosexuel. Ok. J'ai rien compris en sexuel. Mais ça t'intéresse? Écoute, il y a le mot sexuel, ça devrait. C'est ça, voilà. Eva Green aussi, quoi. Ouais, Eva Green, excuse-moi. Dans la série, elle est pas du tout attirante. Non, mais il y a sexuel, donc potentiellement, à un moment, il y aura Eva Green sexuelle. Ah, d'accord, parce qu'elle est. Bon, ça va. Okay. Non, mais dans la série, franchement. Non. Elle fait frigide un peu, mais. Ouais, c'est ça. Elle va se réveiller. Ouais, elle fait vieille mamie vide dans l'époque victorienne, là. Puis en plus, elle prie en latin et à la limite, elle est limite possédée quand elle prie. Moi, je sais pas, ça donne pas très envie. Mais bon. Écoute, ça dépend comment elle est possédée. Donc. Right. Ok, très bien. Donc voilà, enfin moi je ne sais pas quoi penser de cette série. Tend la bite. Ça a l'air de partir dans tous les sens. J'aime bien l'univers, mais est-ce que c'est que l'esthétique qui va compter? Dans ce cas-là, c'est pas si intéressant que ça, puis ça commence à saouler un peu. Mais pas du tout. J'ai adoré. Franchement, j'ai envie de voir la suite. Non mais c'est pas une blague. Quand t'adores une série, n'importe quoi, t'as pas adoré. Mais si, j'ai trouvé vachement bien. Pourquoi tu me dis ça? Je sais pas, ça avait l'air comme ça. Non, à chaud, j'avais j'avais une impression bizarre. Mais en y repensant, j'ai vraiment envie de voir la suite. Mais oui, mais de toute façon, on va la regarder la suite. Non, mais... Et j'aime vraiment. Je trouve que l'esthétique est top, l'époque est juste parfaite. Et c'est la fin, moi, qui m'a surtout... je vais pas spoiler, mais c'est ma spécialité. Oui. Oui, la fin, je me suis dit, attends, c'est énorme. Donc non, mais ça peut être vraiment si cool. vous voulez vous faire une idée de la série en attendant de la voir, vous pouvez aller sur le site. Ils ont lancé un site même 3 ou 4 mois. Il y a déjà 3 ou 4 mois. Ça, c'est penny-dreadful.com. Et en fait, déjà, l'ambiance du site, c'est hyper bizarre. C'est macabre, c'est un peu space, mais en même temps, c'est vachement bien foutu. Il y a un plan interactif de la ville de Londres avec vous pouvez rentrer dans la maison, voir les décors et les décors sont somptueux, c'est super. L'image est super belle, tout est réussi quoi. Et en plus il y a si vous êtes intéressé par les références littéraires, il y a des textes de Mary Shelley pour Frankenstein, et puis il y a des poèmes de Keats, etc. Tout cet univers-là qui est intéressant. Franchement, ils auraient pu grave se planter. Mais vraiment, c'était... Enfin, c'est pas... Je trouvais que c'était assez casse-gueule de faire un truc sur
époque victorienne, machin, et tout ça, ça peut faire déjà vu ou déjà lu, ou tu vois. Bah, je trouve que c'est... La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Exactement. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, mais en version beaucoup plus sombre, quoi. Ça, si tu veux, l'ambiance est vraiment très sombre. Si tu veux, à chaque moment de la série, et ça, c'est ça que je trouve super fort, c'est que tu te sens en position de faiblesse par rapport à tout ce qui arrive. C'est-à-dire que tu te retrouves vraiment dans la peau de l'Américain qui découvre tout, où tu te dis, mais en fait, il peut tout arriver. Tu sais pas ce qui va se passer, ça voilà, c'est vrai. En fait, je découvre comme lui, et je trouve que justement, c'est bien écrit, c'est bien fait, et que tu te mets vraiment... Tu découvres l'univers comme lui pourrait le découvrir. Il doute à un moment, il sait plus ce qu'il doit faire. Ben, moi, j'ai ressenti ça quand j'ai regardé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, mais attends... Et même j'avais peur, tu vois, certaines scènes où t'es pas tranquille, quoi. Oui. D'un moment, ils se font attaquer, t'es pas très tranquille, hein. Et même la fin, tu sais, quand il se passe un truc bizarre, moi je m'attendais à sursauter à tout moment, tu vois. Et vraiment, c'est bien. Alors que j'aime pas les trucs horrifiques, tu vois, je déteste l'American Horror Story et ce genre de trucs. Ça, par contre, j'ai trouvé ça vraiment top. Oui, mais non, je comprends, mais moi ça m'a déstabilisé un peu. J'attends vraiment de voir la suite pour me faire une idée, parce que mais moi, ce premier épisode m'a vraiment convaincu. Ce groupe-là, qu'est-ce qu'ils vont en faire, et surtout comment ils vont réunir le Frankenstein, le Dorian Gray, le machin, le Jack l'Éventreur, comment ils vont... le Black, je trouve qu'il est top aussi. Ouais, comment ils vont les mettre ensemble, s'en servir sans que ça fasse un peu juste là pour avoir le nom, etc. Agent of Shield, quoi. Ça... c'est des agents, tu vois. C'est ça. Donc voilà, donc c'est Penny Dreadful, c'est Showtime qui a produit, enfin qui donc c'est plutôt adulte. Diffuse. Ah oui, ça c'est clair, c'est très adulte. Voilà, et vraiment, encore une fois, moi je vous recommande chaudement de regarder le pilote parce que ça vaut le coup. Et si c'est des ambiances que vous aimez, des ambiances victoriennes, un peu gothiques et tout, je pense que vous allez prendre votre pied, quoi. Parce que pour le coup, c'est vraiment top. C'est presque steampunk par moment, il y a des trucs un peu... tu sais, c'est vraiment l'Angleterre pré-industrialisation, enfin tu sens que les choses bougent. Et il y a entre guillemets un peu de steampunk fantastique avec la scène de fin. Mais c'était comme le Dracula, le nouveau Dracula. Alors tiens, le Dracula avec c'était Henri VIII. Oui. Le Dracula qu'ils avaient fait là, celui qui suce des arbres dans la forêt là. Oui. L'écolo qui produit de l'électricité sans fil. Ben là, vous avez parfaitement l'exemple de ce qu'il faut pas faire avec cette époque-là, tu vois. Alors que c'est pareil, hein, tu croises les mêmes personnages à peu près, ou tu vois. Oui, c'est la même période, exactement. Sauf qu'ils se sont juste complètement plantés. Voilà, l'esthétique a rien à voir, c'est moche à côté vraiment, et à aucun moment t'as peur de quoi que ce soit. Oui. Alors que là, tu sens que c'est une série d'ambiance qui est top, quoi. Donc voilà, moi franchement j'ai aimé Penny Dreadful. Bon, tu t'attendais pas à ce que je dise ça, hein. Non. J'avais gardé ma critique exprès cachée sous le tapis. C'est un peu sournois. Exactement. Sournois. Allez, on enchaîne avec la suite. Dans la rubrique jeux vidéo, Audrey va nous parler d'un jeu mobile. Oui. Il y est sur Android ou pas ? Non, c'est que un iOS. Pas encore. Aussi. Ouais, ça va pas tarder. Par contre, j'ai la rubrique, c'est Coming Soon. Coming Soon. Qui s'appelle Monument Valley. Monument Valley. Tu y as joué toi, je crois. On a joué tous les deux en fait. Je suis presque arrivé au bout, je crois. Ouais, il est pas long, hein. Il doit pas être loin de la fin, à mon avis. Donc Monument Valley, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu, comme tu as dit, qui est mobile, qui se joue sur iPad. Enfin, c'est plus joli comme sur iPad. Oui. C'est grand, c'est joli. Il est sur téléphone, hein. Il est sur iOS en général, de toute façon. C'est un jeu qu'on peut classer dans les indés et qui peut être classé dans le même type de jeu que Journée. C'est très visuel. C'est une balade vidéoludique, on peut dire comme ça. Pareil, je vais le mettre derrière, je joue en même temps. Ouais, tu peux si tu veux. Et tout le jeu va se baser sur des paradoxes architecturaux. Ouais. Et on va pouvoir faire des rotations pour avoir des perspectives différentes, bouger des parties des bâtiments, pareil pour faire apparaître des nouveaux chemins qui n'étaient pas disponibles. Par exemple, on va avoir un bâtiment fait en 2 étages, un premier étage en bas, un deuxième en haut, et en fait juste en tournant, il y a un paradoxe qui va se créer qui fera un chemin. Merci pour le son. Un chemin du premier étage au 2e étage. C'est la musique du jeu, c'est contextuel. On peut voir ça comme ça. Donc Cédric est en train d'y jouer derrière nous. C'est sur l'iPhone où j'ai vachement avancé. Je vais me remettre au premier niveau. Remets-toi au premier. Vas-y, parle pendant ce temps. Je continue de parler. On va en fait incarner la petite princesse qu'on voit à l'écran,
qui est une petite demoiselle tout en blanc. Et on va essayer à chaque fois d'arriver à finir nos niveaux. Et petit à petit, on va voir des espèces de monstres, c'est une sorte de corbeau, une sorte d'oiseau corbeau. Des corneilles. Des corneilles, exactement, qui croissent et qui t'empêchent de passer, donc il faut les éviter. Et tout ça juste en fait pour te balader et arriver à une fin. Ce qui a été bien fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, mais tu as quand même tous les niveaux qui sont cohérents et tu sens qu'il y a un peu un univers avec un passé derrière, qu'il y a quand même quelque chose en arrière-fond. Et on a juste hâte, enfin moi en tout cas j'ai juste hâte d'avoir plus de niveaux, de découvrir un peu plus toute l'histoire qu'il y a derrière, ces paradoxes. Que en orientation portrait, je crois. Oui, ça m'étonnerait pas. J'ai pas réussi à le mettre dans l'autre. Donc... Après, au niveau du jeu en lui-même, il est court, il y a une dizaine de chapitres, il me semble, et ça vous prend à peu près 2 heures. Moi, j'avais joué chez toi d'ailleurs, je l'avais fini ici. J'étais un peu surprise de l'avoir déjà réussi à finir. C'est assez intéressant parce qu'on va devoir jouer en s'adaptant en fait aux nouvelles règles du jeu qui ont été mises en place. Donc, c'est des nouvelles façons de penser l'espace avec des perspectives. Pas de haut et de bas vraiment en fait, tout peut changer juste en tournant une manette, donc ça peut être très vite. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est bizarre, c'est que ça joue vachement sur la perspective, donc t'as tendance à te retrouver avec un truc, tu dis bah attends là ça marche pas. En fait là tu vois, là je tournais le petit truc et ça te change complètement tout l'effet. C'est ça. C'est vraiment bien fait. Non, c'est vraiment bien foutu et à aucun moment tu es vraiment perdu. Là t'es à l'étage, au premier étage et t'as un étage au-dessus. Normalement tu peux pas monter comme ça. Mais si tu tournes ce petit truc, en fait, c'est bon, ça te fait un chemin. C'est ça. Illusion d'optique. Bon, c'est inspiré de beaucoup de travaux d'architectes et il y a quelques années, notamment Escher qui a fait Penrose, aussi Escher d'ailleurs qui fait beaucoup de paradoxes architecturaux. T'as Penrose, c'est le triangle qu'on connaît où à chaque fois tu sais pas comment le voir. Le logo de The Verge. Ouais. Et sinon, au niveau de la difficulté, il y en a pas vraiment. Non. C'est vraiment, soit j'appelle ça une balade parce qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. Il n'y a pas de score non plus. Il n'y a pas de score. Tous les mécanismes qui sont amenés au fur et à mesure du jeu ne sont pas toujours tous disponibles. Donc en fait, on est guidé par rapport aux mécanismes qui sont accessibles. Soit on va pouvoir monter et descendre des plateformes, tourner carrément tout ton bâtiment pour comprendre un peu comment ça se passe. Et pourtant, tu te sens pas pour autant frustré. Non. Tu t'es guidé, mais tu te balades tranquillement et du coup, c'est plutôt sympa. Donc je le recommande vraiment fortement. Il coûte peut-être un peu cher, ça dépend. Moi je ne sais pas si je l'ai payé. Ah bon, 3,60 ? Ah, au lancement il était peut-être moins cher. 3,60 sur l'App Store, Monument de Vallée donc, qui a été fait par Us2. Us2 qui a aussi fait un autre jeu auquel moi je joue et que j'aime bien. Je vous en dis 2 mots très rapidement, ça s'appelle le Blip Blup, avec une version gratuite et une version payante qui coûte 1,79 sur Android et sur iOS. Et qui pareil va vous faire un peu travailler votre logique et vous faire remuer les méninges. En fait, il faut que tu aies une espèce de carré quadrillé et il faut que tu touches des cases. Ça va envoyer des espèces de vagues pour illuminer plein de cases. Et le but du jeu, c'est d'illuminer toutes les cases en le moins de touch possible. D'accord. On dit comme ça paraît simple, mais quand t'as des obstacles, quand t'as des cases à ne pas toucher, il faut que tu fasses des... Donc plus ça avance dans le jeu et plus ça devient compliqué. Donc c'est aussi un bon jeu à découvrir, je pense. Ok. Là, c'est la princesse silencieuse, Ida. Ouais, Ida, la princesse silencieuse. Avec une petite fée, apparition, spectre, je ne sais pas. Je sais pas, on dirait un visier, je sais pas, un génie, je sais pas quoi. Il y a pas mal d'inspiration orientale, je trouve, dans le jeu. C'est assez rigolo. Tant que Bonnet joue, bah tiens, je vais vous parler encore d'un autre jeu. Si vous avez aimé... Parce qu'en fait, il va sortir au moment où on va sortir l'épisode, donc ça peut être sympa d'en parler rapidement. C'est par les créateurs du jeu Bastion, dont on a beaucoup parlé quand il est sorti. Voilà, avec la voix whisky du narrateur. Il y a leur nouveau jeu qui sort, qui s'appelle Transistor, qui va sortir le 20 mai. Il sort au prix de $20, donc je crois qu'ils l'ont traduit ça par 19€, un truc comme ça. D'accord. Et ça a l'air plutôt pas mal, toujours une vue en 3D isométrique. On incarne cette fois une fille qui a une espèce d'épée immense. Et ça parle tout le temps aussi Alors ça, je sais pas. Je pense que ça doit parler quand même un peu, parce que c'est un peu leur marque de fabrique, de faire une narration qui est quand même assez importante. Donc on verra. On a donc l'épée. L'épée, on peut faire des nouvelles combinaisons. C'est beaucoup de composantes RPG là-dedans. Donc tu vas pouvoir créer ton épée qui correspond à ton style de jeu. Et ils disent, alors là par contre, j'ai pas pu voir de combat. Ils disent que tu peux
que t'as à la fois, c'est un RPG, un action RPG, donc t'as à la fois du combat à temps réel, mais à la fois beaucoup de stratégie. Ok. Et là, je sais pas comment ils ont réussi à concilier un peu les deux, parce que souvent, quand c'est du tour par tour, c'est que de la stratégie. Ouais. Quand c'est de l'action, c'est de l'action. Et là, apparemment, ils ont un peu fait les deux. Sauf si ça met en pause, tu décides tes actions et t'envoies, et tu peux changer tes actions en cours. Non, sur les vidéos de gameplay, j'ai pas l'impression. Alors peut-être que t'as des choix à faire avant qui vont influencer la suite du combat, je sais pas trop. D'accord. Mais pour le coup, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Tiens, la corneille. La corneille, ouais. Du coup, ça m'intrigue et je pense que je vais tester ça. Ok. Sous peu. Donc Transistor, une vingtaine d'euros par Super Giant Game, je me semble que c'était le studio. Voilà. Très bien. Bon, toi, tu continues? Moi, je joue. On va passer à la suite. On passe à la suite? Exactement. Et dans la rubrique high-tech, c'est encore Cédric qui va nous parler d'une fille. Encore. Pourquoi qui encore, Cédric? Parce que c'est toujours toi la rubrique high-tech. C'est pas d'une fille, je vais vous parler de Sarah. Alors... Sophie, elle est jalouse. Hein. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va demander à Sarah de se présenter. Vas-y. Qu'est-ce que Sarah? Exactement. Donc, elle va nous dire vraiment dans 2 secondes. Ça veut bien? L'objectif du projet Sarah est d'avoir une maison intelligente connectée à l'Internet des objets, un peu dans l'esprit de la série télévision Eureka. Voilà, alors ça c'est comme ça que l'a décrit Jean-Philippe sur son site, Jean-Philippe Ancos. Donc le créateur de Sarah, qui d'ailleurs avait découvert Eureka et donc Sarah en regardant Geeking. Donc c'est sympa. Et d'ailleurs dans ses présentations, je vois qu'il y a toujours le logo Geeking et tout, donc je l'en remercie. Donc je suis content, tu vois, quand on l'a inspiré. Donc c'est grâce à toi que Sarah est là. Exactement, Sophie, c'est grâce à toi que Sarah est là. Elle serait peut-être appelée Jarvis, sinon, s'il avait vu Iron Man avant. Donc, Sarah, donc, comme elle a expliqué, c'est en gros une interface homme-machine qui va vous permettre de vous connecter à tous vos objets que vous avez à la maison et tout ça. Donc la dernière fois, j'ai parlé d'une box domotique et tout. Bah, Sarah peut s'y connecter et exécuter des ordres. Bon, là, je vais pas vous faire la démo en live parce que le problème que j'ai, c'est que... Alors, Sarah fonctionne bien avec un Kinect, par exemple. Donc, j'ai un Kinect branché à mon PC. Déjà, il faut expliquer, c'est une connexion homme-machine par la voix. Par la voix, oui. Ouais. Ça fonctionne... et aussi le geste, en fait. Tu peux aussi faire des gestes devant le Kinect. Donc, vous parlez à Sarah et elle exécute l'ordre que vous lui avez demandé. Normal, ça, c'est la théorie. Parce que dans la pratique, c'est pas toujours le cas. Et typiquement, là, comme le Kinect est derrière, dans la pièce derrière, elle m'entend très mal quand je parle dans le salon. Après, ça s'explique. Ça s'explique parce qu'il y a du bruit, l'environnement en plus c'est pas comme d'habitude. Parce qu'en vrai, quand je suis dans le canapé et que je lui parle, ça fonctionne. D'ailleurs, t'es témoin, t'as bien vu ça. Alors que c'est dans la pièce d'à côté. On s'est amusé à faire des alertes rouges. C'est ça, on s'est amusé un petit peu. Toutes les lumières. Voilà, donc j'aimerais à terme déplacer le Kinect pour le mettre en haut du meuble. Comme ça, je m'entendrai quand je suis dans le bureau et quand je suis dans le salon. C'est essentiellement là que je vais l'utiliser. Donc, le principe de Sarah, c'est de se connecter à tout ça, mais pas que. Parce que moi, je trouve que c'est assez réducteur comme définition, dire qu'on se connecte à l'internet des objets et tout, parce que Sarah va un peu plus loin que ça. Dans le sens où vous n'êtes pas obligé d'avoir une box domotique pour utiliser Sarah. Si, par exemple, comme moi, vous avez une station Netatmo, il existe un plugin pour Sarah. Vous demandez à Sarah, par exemple, un bilan climatique de l'appartement, et elle va te dire, voilà, dans telle pièce, le taux de CO2 est trop élevé, il fait trop chaud et tout ça. En plus, ce plugin a un truc que moi j'adore, c'est que de temps en temps, Sarah va vérifier tout seul l'état de l'appartement, et donc elle me donne des recommandations. D'accord. C'est toi qui fixes des niveaux d'alerte ou c'est Tu peux les fixer toi, mais se fixer par défaut, en fait, en gros, c'est ceux de l'application Netatmo. Genre à 1000 ppm, ça devient un peu chaud, et ainsi de suite. Et il y a un seuil maximum qu'il ne faut pas dépasser, de CO2 par exemple. Là, dès qu'on dépasse 23 degrés, elle te dit qu'il fait trop chaud et que tu devras arrêter de chauffer ou ouvrir les fenêtres. Ouais, voilà. Selon la saison. Selon la saison. S'il y a trop d'humidité, c'est pareil. Enfin bon, voilà. C'est en fait l'esprit du truc est là. Et ce plugin, justement, est vachement bien fait parce que il est, entre guillemets, proactif. Dans le sens où lui va te faire des recos si tu dépasses des seuils et tout. Donc d'ailleurs, peut-être que quand on va parler... Remarque, non, je crois qu'on a dépassé la température et le CO2, donc elle ne devrait plus rien nous dire. Mais sinon, voilà, de temps en temps, elle te dit, voilà, vous avez dépassé le taux de CO2, aéré et tout. T'as des plugins pour tout ou juste pour Netatmo ? Pour beaucoup. Par exemple, mes Philips Hue, donc là pareil, c'est pas une box domotique, Philips Hue que vous pouvez acheter n'importe où, enfin n'importe où non.
Fnac et Apple Store, je crois, pour le moment, et Internet. Vous avez un plugin qui d'ailleurs a été fait par Jean-Philippe. Et donc vous lui dites, Sarah allume la lumière du salon, elle allume la lumière du salon. Sarah passe la lumière du salon bleu, elle met la lumière du salon bleu. Enfin voilà. Et vous pouvez programmer les couleurs. Vous pouvez tout faire comme ça. Donc, dire que le bleu c'est ça, que le blanc voilà, c'est ça. Vous choisissez le bleu avec les codes couleurs hexa. Et voilà, donc vous avez vraiment le bleu bien défini et tout ça. Donc c'est vraiment bien fait. Simple à configurer, parce que tu parles de lumière de salon. Non, c'est pas fini. Il y a un plugin Allociné par exemple. Donc, vous n'avez aucun objet connecté à la maison, mais vous avez envie d'avoir des infos. Il y a un plugin météo qui existe où elle va chercher la météo. Donc tu peux lui demander la météo. Tu peux lui demander d'aller chercher quelque chose sur Wikipédia, tu peux lui demander de te raconter une histoire, de te raconter une blague, enfin voilà, il y a plein de plugins. Il y en a un pour Allociné où tu peux lui demander quels sont les films dans le cinéma à côté de chez toi, les séances, le programme télé, il y en a un aussi pour le programme télé, genre tu demandes qu'est-ce qu'il y a ce soir, elle te dit ce qu'il y a ce soir. C'est un peu Siri en fait. C'est un peu Siri, c'est ça, c'est un peu Siri, sauf que contrairement à Siri, c'est ouvert quoi. Alors Sarah fonctionne sur un mode qui est serveur-client, un peu comme Plex. C'est-à-dire que tu as un serveur en Node.js qu'a fait Jean-Philippe qui, en gros, va interpréter toutes les commandes que tu envoies. Et tu as un client qui, lui, se charge juste de récupérer ta voix, en gros, et de la traduire en texte et de l'envoyer dans Sarah. Et puis Sarah va interpréter les phrases avec les mots-clés et tout ça. Il y a une grammaire à faire en XML. En gros, quand par exemple je dis allume la lumière du meuble du salon, c'est moi qui ai dit allume la lumière du meuble du salon. Tu vois, elle peut pas le deviner par elle-même. Donc voilà. Donc du coup, quand toi tu parles, il faut imaginer que ça va être retranscrit par la reconnaissance vocale de Microsoft. Ça tourne sous Windows. Et qu'ensuite il va en gros chercher dans tout en XML la phrase qui correspond. Et il va déclencher l'action qui va avec. Donc il fonctionne en mode client-serveur. Et du coup, tu peux faire du multi-room en installant le client, par exemple, sur des ordinateurs que tu aurais dans chaque pièce. Bon, tu vas me dire, installer un ordi dans chaque pièce, c'est pas l'idéal. Et c'est un peu la limite de la solution. Par contre, il existe des clients, par exemple, sur Android. Donc sur ton téléphone, tu as un truc qui s'appelle Sarah Mobile. Tu le lances et tu peux parler, lui dire « Sarah, fais-moi un bilan ». Voilà. Et du coup, c'est joué sur ton téléphone, par exemple. Ou sur tes enceintes, c'est toi qui choisis. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Et alors, il y a aussi un truc que j'ai découvert, c'est Creative qui fait ça. Je sais pas si tu te souviens, ils faisaient les cartes Sound Blaster dans quelques années. D'ailleurs, je crois qu'ils en font encore. Creative qui a sorti une petite enceinte portable Bluetooth. Bon, du coup, c'est limité par la portée du Bluetooth, mais qui contient dedans 4 micros arrêts, en fait, des micros vraiment faits pour capter la voix et tout ça. Alors, il y en a un double et un qui en contient 4, comme le Kinect. Et là, du coup, en fait, il suffit de déplacer cette unité. Et le son est restitué via cette unité et tu peux aussi parler directement. Donc ça, je trouve plutôt pas mal. Ça vaut une centaine d'euros quand même, 150 euros. C'est difficile à trouver en France, on trouve la 2 micros mais pas la 4. Donc il faut passer par les États-Unis pour essayer d'en avoir un, donc bon, c'est compliqué. Mais ça, pareil, ça pourrait être une bonne solution pour avoir Sarah dans toutes les pièces. Donc voilà, alors... Moi, pourquoi je l'utilise ? Je l'utilise pour piloter ma domotique et tout ça, pour lui demander des renseignements sur plein de choses. Ça fonctionne avec l'Internet des objets aussi. Par exemple, vous avez un Fitbit. Il existe un plugin Fitbit et vous pouvez demander à Sarah combien j'ai fait de pas aujourd'hui et tout ça. Là où ça serait top, c'est que le Fitbit, par exemple, à heure fixe, te dise attention, il te manque encore 2000 pas pour atteindre machin, vous devriez sortir. Enfin, qu'elle te donne des conseils ou que ça soit un peu plus interactif. Parce que la limite de Sarah, en fait, c'est ça. C'est qu'elle n'est pas aujourd'hui capable, et je sais que ça va être corrigé, c'est vraiment sa seule limite pour moi, c'est qu'elle n'est pas capable de te donner des conseils, à part avec le plugin Netatmo, mais elle n'est pas capable de te donner des conseils ou d'anticiper des besoins. Par exemple, je sais pas moi, tu peux avoir une box domotique qui envoie des infos quand il y a du mouvement détecté, ce genre de choses. Quand il n'y a pas de mouvement détecté, Sarah pourrait te proposer d'éteindre la lumière dans une pièce, par exemple, d'elle-même. Ouais. Tu vois, ou quand elle me dit attention, vous devriez aérer, il faudrait qu'elle puisse me proposer, par exemple, je sais pas moi, de déclencher la clim ou d'ouvrir les fenêtres ou même, enfin, tu vois, si tu as vraiment une partie domotique sur ça, qu'en gros, quand elle te donne le conseil, elle te pose aussi une question. Genre pour faire une action derrière. Voilà, pour faire une action derrière, c'est l'étape suivante. Donc voilà, mais pour tout le reste, je trouve que c'est drôlement efficace. C'est même assez bluffant parfois parce que
tu t'attends pas à ce que ça fonctionne, en fait. Moi, la première fois que je l'ai essayé, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Alors, j'utilise un Kinect, donc ça doit être aussi pour ça que ça fonctionne plutôt bien. Il a du mal à reconnaître les voix de femmes et les voix d'enfants, parfois. Voilà. Mais ça, c'est propre au Kinect, c'est pas propre à Sarah. Vous n'êtes pas obligé de l'appeler Sarah, vous pouvez l'appeler autre chose, tu peux définir le nom que tu veux. Donc si tu veux l'appeler Jarvis, tu peux. Tu peux l'appeler Sophie. Tu peux l'appeler Sophie, mais c'est un peu le bordel quand t'as quelqu'un à la maison qui s'appelle Sophie. Comme ça, tu auras l'impression qu'elle t'écoute et qu'elle t'obéit. C'est ça. Mais en fait, Sophie, j'ai pas besoin de lui parler, elle fait les choses sans que je lui demande. Elle anticipe, tu vois. C'est ce qui fait encore un avantage pour elle par rapport à Sarah. Ça va alors, ça va. Mais le jour où Sarah anticipera, je sais pas, tu vois. Non, il y a un plugin, si vous êtes utilisateur de produits Apple, il y a un plugin qui s'appelle iPhone Finder, je crois, qui se connecte à iCloud et qui peut vous dire, par exemple, si je demande à Sarah où est l'iPhone de Cédric, et ben, vous dire il est près de la maison, ou il est à Talence, ou il est à Bordeaux, enfin un peu te répondre. Et tu peux même du coup faire des trucs assez sympas du genre, tu peux dire Sarah, dis à Cédric qu'on mange. Et ben en fait sur le téléphone va s'afficher un message avec écrit on mange. Ou tu peux lui demander Sarah, dans combien de temps arrive Cédric, et du coup elle va regarder ta position géographique, regarder le trafic routier et te dire il arrive dans 15 minutes. Ouais. Voilà, il est rentré dans 15 minutes, ou voilà. Donc le plugin est vraiment très bien fait, et du coup là ça devient de la science-fiction, et c'est là que c'est intéressant. Alors je sais que Jean-Philippe travaille d'arrache-pied en ce moment sur la version 4.0 de Sarah, on a la 3.14 je crois, ou 3.17, non 3.14. Au niveau de la facilité d'utilisation, enfin et d'installation, alors c'est pas ultra compliqué, mais je pense que si vous êtes néophyte, ça va demander quelques petites compétences. D'abord, il faut installer le SDK Kinect. Alors ça, c'est facile, vous le téléchargez sur le site de Microsoft, vous double-cliquez dessus, vous l'installez, il n'y a aucune option à cocher, vous installez tout. Il y a le framework .NET 3.5 à installer, pareil, vous lancez l'exé, ça s'installe tout seul. Sur le site, de toute façon, vous tapez, c'est jpancos.net, je crois. Enfin, vous tapez Sarah et vous allez tomber, c'est l'un des premiers résultats. Je vous mettrai les liens. Vous avez la procédure d'installation, c'est pas très compliqué. Après, quand tu veux lui dire, par exemple, Sarah allume la lumière du salon, en fait, il faut modifier un XML à la main, rajouter des lignes ou machin. C'est là qu'on est dans un truc qui est pas très user-friendly. Tu vois, pas encore, en tout cas. Pas encore. Ou par exemple, pour les Philips Hue, elles sont numérotées, tes lampes, 1, 2, 3, 4, 5. Et ben, dans le XML, il faut que tu renumérotes. En fait, il le fait pas tout seul. D'accord. Alors, il y a des plugins qui font les choses tout seuls, comme iPhone Finder, qui en fait, va prendre le nom de tous tes objets comme tu les as nommés sur iCloud et va te les mettre dans la liste. Du coup, tu l'appelles comme tu l'as appelé dans ta liste. Voilà. Alors, je pense que de toute façon, Sarah est amenée à évoluer et à changer dans les semaines qui viennent. Mais je trouve ça bluffant. Elle fait aussi de la reconnaissance faciale avec Kinect. Elle est capable de savoir que c'est moi et me dire bonjour, ou faire du head tracking et tout ça. Quand tu lèves un bras, par exemple, ça allume un truc. Enfin, parce qu'évidemment, et là où moi je trouve que ça a beaucoup de sens, c'est pour les gens dépendants, les personnes âgées ou des gens handicapés qui ont besoin d'aide. Le fait d'avoir, et franchement ça marche assez bien, donc le fait de pouvoir faire soit par geste, tu vois, t'es muet par exemple, soit par geste, tu peux programmer tous tes gestes et tout ça, ça déclenche des actions par exemple. Ou là où je trouve ça top, c'est pour les personnes à mobilité réduite, si vous êtes en fauteuil ou ce genre de choses, le fait d'avoir un espèce d'assistant comme ça où tu lui poses des questions, il te répond, où il enclenche des actions. Par exemple, tu veux dire Sarah ferme les volets et ça ferme tous les volets. Sarah allume la lumière du couloir, ça allume la lumière du couloir. Ce genre de truc, je trouve que pour l'accessibilité en fait, ça peut être sympa. Ça peut être pas mal. Même pour les personnes âgées, il suffit qu'elle dise Sarah prévient machin que j'ai un problème. Et toi, sur le téléphone, tu reçois un message ou tu vois. Les personnes âgées, ça peut être bien, mais comme tu as dit, c'est pas très user-friendly. Non, mais en fait, il faut leur programmer. Il faut que tu leur fasses. Et même pour la voix des personnes âgées, souvent, elle est moins importante que celle des... Ouais, mais encore une fois, ça dépend comment Sarah va évoluer. C'est-à-dire que si c'est un Kinect qui est dans une pièce bloquée, c'est assez casse-pied. S'il faut installer un Kinect dans chaque pièce avec un ordinateur, c'est aussi casse-pied. Mais si demain, quelqu'un fait un client Sarah qui est capable, je sais pas, parce qu'en fait Sarah elle fait un truc assez malin, c'est que je crois que si tu lui envoies un MP3, elle est capable d'écouter le MP3, de le retransformer en texte et d'exécuter l'ordre. Donc du coup théoriquement tu pourrais utiliser n'importe quoi pour envoyer du son. Alors il y a un temps de latence, il y a tout ce que tu veux, mais ça pourrait être sympa. Et je pense par exemple à des petits Raspberry Pi, tu sais,
qui coûte 35 $, quoi, le truc. Tu rajoutes un module micro assez efficace, tu te mets ça dans chaque pièce, branché sur une prise de courant, et c'est terminé, tu l'as vraiment dans chaque pièce. Après, il faut le retour d'ordre, mais pareil, tu branches une petite enceinte ou j'en sais rien, tu as un retour d'ordre. C'est encore évolué, enfin à faire évoluer, mais je trouve que ça va sur la. Enfin, ça suit le bon chemin. Ça fait longtemps que je suis le projet Sarah. Oui. Je me rappelle, j'en ai parlé. J'en ai parlé plusieurs fois, mais j'avais jamais fait de sujet dessus. Là, voilà, c'est fait, c'est chose faite. Et je vous recommande franchement chaudement de vous y intéresser. Donc là, depuis tout à l'heure, je fais le guignol depuis tout à l'heure dans l'émission, parce qu'en fait, on peut faire aussi parler Sarah. Il y a un plugin qui s'appelle Parole. Et en gros, vous avez une URL. Donc voilà, tu vois, moi, c'est là mon adresse IP locale, Sarah, parle, point d'interrogation, phrase égale. Et vous tapez la phrase que vous voulez. Donc là, par exemple, elle va dire merci à Jean-Philippe, tu vois. Voilà, la requête a été balancée. Donc elle va parler dans 2 secondes. Merci à Jean-Philippe, mon créateur. Voilà, donc tu vois, elle dit merci à Jean-Philippe, mon créateur. C'est mignon. Et alors, là où tu sens que ça peut vraiment changer pas mal de choses, c'est que depuis que je l'utilise et que mon fils me voit l'utiliser, en fait, de temps en temps, tu l'entends essayer de lui demander des choses. C'est mignon. Donc, la dernière fois, il était dans sa chambre et il lui parlait. Genre, Sarah, allume la lumière. Sauf que ça marche pas, évidemment, dans sa chambre. Ah, c'est trop mignon. Mais du coup, c'est assez rigolo. Et tout à l'heure, avec le text-to-speech, je me suis amusé à discuter avec lui. Et il a obéi. Mais alors, un truc de ouf, quoi. Genre, Elliot, tu vas aller au bain. Et elle me disait, papa, Sarah, elle m'a dit d'aller au bain, machin. Donc après, je lui disais, enlève ton t-shirt. Donc il s'est enlevé le t-shirt, tout ça. Après, j'ai essayé avec Sophie, ça n'a pas marché. Mais bon, au moins avec mon fils, ça marche. Et il s'est mis à poil et il a filé au bain. Donc, ça peut être fun. Et c'est là où tu vois que ça peut changer beaucoup de choses dans ton environnement et tout ça. Et quand tu peux lui poser des questions, genre, Sarah, qu'est-ce que. Tu peux vraiment être intégré. Qui est Barack Obama, et elle te sort toute sa biographie, quoi. Enfin, elle te lit la page Wikipédia. Donc, pour faire tes devoirs, un assistant, quoi. Mais alors, tu sais quoi, c'est exactement ça. Parle-moi de la Terre. Il y avait un projet qui s'appelait Ivy, je crois, une petite boîte comme ça, un petit réveil que tu te trimbales dans toutes tes pièces, à qui tu peux parler. Et un projet qui s'appelait Ubi aussi qui faisait ça. Tu peux parler, c'est plus un Siri-like. Là, tu vois, un petit boîtier comme ça, un matériel qui accompagnerait Sarah, que tu mets un peu partout, ça serait juste top, quoi. Et tu vois, il y a un plugin pour le calendrier. Tu peux lui dire, ajoute un rendez-vous dans mon calendrier, elle le fait. Ou tu lui demandes quel est le programme du jour, elle te le dit. Et Sarah, c'est payant, c'est tout gratuit. Tout gratuit. Ouais. Enfin, à part le matériel que vous achetez à côté, mais sinon tout est gratuit. Donc, et même si vous n'avez pas de Kinect, vous pouvez le faire avec un micro normal. Alors, ça marche un peu moins bien. Faut pas être loin. Faut pas être trop loin. Mais des Kinect de Xbox 360, vous pouvez en trouver sur eBay en cherchant bien à 50 €. Donc, là en plus, ils dégagent tous les stocks. Donc, ça vaut le coup de se fendre d'un 50 € si vous voulez vraiment l'utiliser. Ça vaut vraiment le coup. Mais il y a des gens qui font des trucs de malade. Hein. Par exemple, tu peux demander à Sarah d'activer la surveillance d'un détecteur de mouvement en lui disant j'attends quelqu'un. Et donc, dès qu'il y aura un mouvement qui est détecté devant la porte, par exemple, elle te dit votre invité est arrivé, tu vois, sans même qu'il ait sonné, par exemple. Que des trucs comme ça. Il y a des gens. Plus besoin de faire ta commère. Ouais, c'est ça. Fou ça. C'est incroyable. Il y a des gens qui ont fait des scénarios assez incroyables. Donc, je vous invite à aller voir la communauté. Sarah est très active. Donc, comme souvent dans ce genre de projet, exactement. Des bonnes voilà. Et la page Google Plus bouge beaucoup. La page Google Plus Sarah. Il y a beaucoup d'entraide et tout, donc n'hésitez surtout pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Sarah. Donc je vous invite à découvrir. Et on enchaîne avec les suites. Exactement. Dans la rubrique cinéma. Cinéma. Je sens que Kevin. Commence pas déjà à rire. Hein. Kevin va se payer une toile. Donc, t'as vu un magnifique film? J'ai vu The Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man 2, titré chez nous Le Destin d'un héros. Et chez donc anglo-saxon, c'est The Rise of Electro. Donc, ouais, ça te surprend. Non, mais le décalage entre. Ah ouais, non, de toute façon, les titres français, c'est toujours rien à voir. Hein. Donc c'est le deuxième épisode du reboot de la franchise Spider-Man. Le reboot que tout le monde attendait. Que tout le monde attendait. Ouais. Bon, on espère qu'il arrive encore plus tôt, tu vois, le reboot et tout. Donc c'est toujours réalisé par Mark Webb. On a toujours Andrew Garfield dans le rôle de Peter Parker. Et toujours Emma Stone dans le rôle de Gwen Stacy. Oh. Toi, t'avais pas vu le premier film, hein? Non, mais j'ai spoilé un peu. Moi, je m'en fiche. Donc l'histoire du film. Donc la vie est belle pour Peter Parker. Il s'éclate en super-héros, il sauve des gens, il se balance de toile en toile, il affronte des criminels et tout, la vie est géniale, New York l'adore, c'est le héros de New York. Bah oui. La vie est belle aussi au niveau de son couple,
ça se passe bien avec Gwen et tout, ils sont amoureux, mais Peter a un petit secret. Les choses ne vont pas si bien de ça. Il voit le fantôme du père de Gwen. Donc je vais remettre ça en contexte. Il voit le fantôme. À la fin du premier film, en fait, le père de Gwen, c'est le capitaine Stacy, c'était le chef de la police de New York. Et il meurt à la fin du premier film. Donc je spoil le truc. Spoiler. Et avant de mourir, il fait promettre à Peter d'arrêter de voir Gwen pour pas qu'elle soit en danger à cause de ses activités de tout ça. Et Peter tiendra la promesse à peu près 10 secondes, de temps de changer de scène, où finalement il revient sur sa promesse. La promesse c'était un mourant, c'est bien joué le héros. Voilà. Donc au début du film, il se rappelle de sa promesse finalement, parce qu'il commence à voir donc, le fantôme du Captain Stacy, et il décide de rompre avec Gwen. Tata. Bon, je vais pas en dire plus sur l'histoire, parce qu'en fait il n'y a pas grand chose d'autre à en dire, malheureusement. Et parce qu'il se passe quasiment rien dans le film, il n'y a pas d'histoire. Dans un film, t'as une trame, t'as une histoire, t'as un film. C'est pas que des séquences, t'as un enchaînement de trucs, ça part de quelque chose. T'as un thème, t'as une morale qui va lier le truc. C'est encore plus vrai dans les films de super-héros où le héros apprend toujours une morale. C'est plus basique. Morale, là, t'en as pas. T'arrives à la fin du film, tu te demandes qu'est-ce qu'il a appris Peter Parker pour l'histoire ? Rien. Je suis incapable de te dire ce qu'il a appris. Tout le film est totalement disjoint. Il se passe des événements quand même. Mais rien n'est lié ensemble en fait. Il y a plein de super vilains dans celui-là. Il y a plein de super vilains. Mais en fait, le film, c'est pas un scénario en fait. C'est un cahier des charges écrit par l'équipe du marketing. T'as toute une liste de trucs à faire qu'ils ont mis dedans. Premier truc, c'est la relation Gwen et Peter. Il faut qu'il y ait des scènes avec eux. Donc ils ont écrit des petites scènes avec eux. Voilà, ils sont mignons, ils sont beaux, tout ça. Tu rigoles, mais la scène n'apporte rien à l'histoire. Ok. Deuxième truc à faire. Quand ils ont rebooté la franchise, ils nous ont vendu un truc pour se différencier des films de Raimi, c'était l'histoire des parents de Peter Parker. Donc parce que le père de Peter travaillait pour Oscorp, où il faisait des expériences là-bas, et il cacherait un secret qui fait qu'il a été obligé de tout abandonner. Oui, c'est ça qu'ils avaient réécrit un peu. Voilà, ils voulaient faire ça, et ils ont marketé le truc à fond pour le premier film là-dedans. Sauf que finalement, les 3 quarts ont été coupés du film pour les mettre dans celui-là. Donc c'était un teasing pour ce film-là. Donc t'arrives dans celui-là, finalement, t'apprends ce qui se passe. Sauf que tu t'en fous, mais totalement, ça n'a aucun impact sur l'histoire. C'est pas lié à l'histoire de Peter, ça ne sert à rien. Et en fait, tout le film est comme ça. T'as des événements dans le film, mais tu pourrais enlever un truc, ça ne change rien à l'histoire. Très bien. Incroyable. Donc, deuxième truc sur le cahier des charges, il faut des scènes d'action, parce que c'est quand même un blockbuster. Donc, surtout Spider-Man, quoi. Il faut un méchant spectaculaire. Donc, ils ont pris Electro. Electro. Alors, déjà, Electro, il a un design, mais affreux. On dirait Mr. Freeze dans Batman et Robin, tout en bleu, là. Moi j'ai vu les photos, ça faisait un peu peur. Ça c'est génial. Hein. Donc en plus d'avoir un design totalement pourri, il a des motivations complètement cons. Je vais pouvoir allumer la lumière de chez moi sans toucher l'interrupteur. Alors, Electro, avant qu'il devienne Electro, il s'appelait Max Dillon. C'était un mec qui bossait pour Oscorp. Et c'est la caricature du geek introverti, mais le truc le plus caricatural que tu puisses voir. Et il rencontre Spider-Man lui sauve la vie, il devient totalement obsédé par Spider-Man. Il y a des photos de Spider-Man partout chez lui. À côté de son miroir, il a une photo de Spider-Man, il discute avec lui tous les matins. Il discute avec Spider-Man et tout, donc le mec pas du tout cinglé. Donc il lui arrive un accident, et donc il se transforme en Electro. Timo fait la même chose avec Batman, hein, mais je crois qu'il faut qu'on s'inquiète. Avec des petits cœurs tout autour. Il faut qu'on s'inquiète, tu crois? Alors je suis Batman. Oui, donc tu vois, c'est ça. Encore, il est passé à la fatigue. Il fait exprès justement pour que tout le monde croit qu'il est pas Batman. C'est bien, c'est bien. Donc il se passe un accident, il se transforme en Electro, et donc il rencontre Spider-Man. Mais les doigts dans la prise, quoi. Il est mordu par des anguilles mutantes, machin, il se transforme en Electro. Parce qu'à fois, ils font les expériences, ils sont très méchants, tu vois, avec Scorp, donc ils font les expériences. Sur des anguilles. Sur des anguilles électriques dont l'ADN a été modifié, donc il mord d'Electro, il se transforme. Remarque, tu me diras, attends. Peter se fait mordre par une araignée. Ouais, voilà, mais le problème c'est qu'ils vont faire ça pour tous les trucs. Je suis sûr qu'à chaque fois il va y avoir un animal. Le rhino, il s'est fait mordre par un rhinocéros radioactif. c'est comme ça. Non, le rhino, il a une espèce de. Il s'est fait encorner, ouais, d'accord. Il a une espèce de grosse armure, un truc exosquelette et tout ça. Okay. Le rhino, encore une fois, totalement c'est un russe. Avec un accent à couper au couteau, totalement caricatural. En fait, c'est les mecs de Pacific Rim, tu sais, le... Non, mais c'est le film de la caricature, en fait. D'accord. À un moment, t'as un scientifique qui s'appelle le docteur Kafka, et c'est la caricature de l'homosexuel efféminé. Le mec, il parle comme ça pendant tout le film. Il a une dogfest permanente. J'étais scandalisé quand j'ai vu ça. C'est le film de la caricature. D'accord.
incroyable. Donc, les personnages sont à la ramasse, il n'y a pas d'histoire. Oui, dernier truc dans le cahier des charges, parce que je sais pas si tu as entendu parler. Là, Sony, ils essaient de créer un univers autour de Spider-Man, ils veulent lancer des franchises dans ce. Ils veulent faire comme Marvel en fait. Ils veulent faire des films. J'adore, ça me fait halluciner tout ça pour pas perdre. Pour pas perdre le personnage, donc il faut produire des films. Ils ont 4 films de prévus, ils ont prévu un truc sur Venom, un truc sur les. Mais ils peuvent pas. Et franchement, Marvel, ils pourraient pas lancer leur Spider-Man et ils se payer un méga procès et leur dire allez vous faire foutre quoi. Mais ils vont se péter la gueule, hein, Sony. Mais il va y avoir au bout d'un moment, ça va revenir. Parce que il me semble avoir vu Vif Argent. Ouais, mais Quicksilver, c'est particulier en fait. Ouais. Parce qu'il est à la fois dans les Avengers et à la fois dans les X-Men, donc les deux pouvaient les utiliser. Ouais, ok. C'est un truc particulier. Donc je disais, mise en place. Spider-Man, bon, des fois on le voit en croise dans les Avengers, donc c'est pour ça que je dis ça, moi. Je sais pas, il a été membre officiel d'Avengers Je sais pas s'il a été membre officiel d'Avengers, mais dans plusieurs comics que j'ai vus, il y était, donc. Moi, ça fait pas partie du package. Ouais, Young Avengers, je suis sûr, ouais. Je sais pas. Mais. Enfin, voilà quoi. Bon, ça fait pas partie du package. Et dans les Avengers, il n'y a pas eu des X-Men? Certains d'entre eux. Wolverine qui a été dans les Avengers. Ouais. Ils ont dû dire non pour Wolverine. Ils ont récupéré tout le paquet d'X-Men. Je sais pas, les droits de ce genre de truc, c'est hyper compliqué. C'est très. Ouais. C'est vrai que sur ça, DC, ils sont un peu plus tranquilles. Ah oui, Warner, ils ont tout. Hein. Là-dessus, ils ont aucun problème. Tout est dans la maison. Tout est chez papa. C'est ça qui me fait chier, moi. Mais bon, bref. Donc, je disais cahier des charges mise en place des Sinister Six. Donc, on avait donc le Rhino, comme on disait. On a dedans donc le bouffon vert, qui est donc un nouveau personnage, qui est Harry Osborn, qui est joué par Dane DeHaan, qu'on a vu dans le film Chronicle. Oui. Et donc Harry Osborn, c'est censé être le meilleur. Regardez Chronicle. Regardez Chronicle, c'est beaucoup mieux que Amazing Spider-Man. Donc Harry Osborn, c'est censé être le meilleur ami de Peter, sauf que pour l'instant on n'en a jamais entendu parler dans le premier film. Donc il débarque. En fait, son meilleur ami d'il y a 2 heures. C'est exactement ça. Donc son père Norman Osborn est mourant. Donc c'est pour ça qu'il revient, et il doit apprendre qu'il est atteint d'une maladie génétique qui est incurable, et que lui aussi va mourir bientôt. Et il commence à manifester les premiers symptômes. C'est dégueulasse, il y en a un qui meurt à presque 60 ans, et l'autre qui va mourir à 20 ans, quoi. Non, mais en fait, il va mourir lui à 60 ans, mais il commence à psychoter dès maintenant, en fait. Donc il devient obsédé par Spider-Man, et il veut récupérer le sang de Spider-Man pour se soigner. C'est à peu près ça l'histoire. Là encore, tu peux enlever ça du film, ça change rien du tout au truc. Peter, il fait ses trucs avec Gwen de son côté, Electro, il fait ses trucs de son côté, Harry, il fait ses trucs de son côté, et voilà, chacun fait ses trucs dans son coin, et on se retrouve à la fin, on fait la fête. C'est à peu près ça l'histoire du film. Donc voilà, Harry, donc c'est pour Sinister Six, hein, c'est pour le Green Goblin, il faut la mise en place. T'as des références un peu partout, d'un moment, t'as une employée de Oscorp qui s'appelle Felicia, donc ça va être sûrement Black Cat qu'on va retrouver à un moment donné. Dans l'abandonnance, on voit un plan avec les ailes du vautour, on voit les trucs avec Doc Ock et tout ça. Ouais. Pareil, ça va être la mise en place pour la suite. Dans la bande-annonce. Ouais, dans la bande-annonce. Mais tu les vois pas. Non, mais dans la bande-annonce, t'as quasiment tout le film. Hein. T'as même le dernier plan du film dans la bande-annonce. Bien, ouais. T'as pas besoin de le voir. D'ailleurs, pour le premier film, il y a un mec qui avait fait un remontage de tous les clips, de toutes les bandes-annonces, qui avait été arrivé à 20 minutes. T'avais quasiment toutes les bandes-annonces, en fait. Tous les clips qui s'en sortaient. Il a fait un truc de 20 minutes où t'as quasiment tous les événements du premier film. Pas mal. Mais merci le marketing, quoi. Pas mal, ça. Le dernier plan du film est dans la bande-annonce. Je te jure, le dernier plan est dans la bande-annonce. Pas mal, ok. Ils sont forts quand même chez Sony. Donc c'est globalement assez nul, hein, quand même. Faut dire ce qu'il y a. Hein. J'ai sauvé 3 trucs parce qu'il faut être juste. Il y a 3 trucs qui sont pas si mal dedans. Il y a le costume de Spider-Man que j'ai trouvé vraiment très très réussi. Il passe super bien à l'écran. Et pendant Spider-Man, c'est comme un costume très très coloré. Quand tu penses au costume, c'est pas celui où tu dis qu'il est le mieux photogénique. Ouais. Mais le costume est super. Il est un petit peu modifié par rapport au premier film. Mais il se l'est cousu lui-même aussi. Ouais, il se le fabrique lui-même. Ouais. Il est fort. Hein. Il est très très fort. il se le fabrique lui-même. Il répare parce qu'il y a des trucs mécaniques maintenant. Ça. Mais après, il est obligé de regarder un tutoriel sur YouTube pour pouvoir réparer une batterie, tu vois, pour faire une batterie. D'accord. Donc son costume est dans un truc de polymère hyper compliqué, tu vois. Il est obligé de regarder des tutoriels sur YouTube pour fabriquer une batterie avec des trucs. Non mais le film est rempli de trucs comme ça. T'as les trucs, tu comprends pas. Les mecs ils se sont pas relus derrière. Tu comprends pas comment c'est. En 2014, tu peux encore faire des trucs. Ils étaient 12 à écrire le truc et il y en a un qui a pas lu ce qu'avait fait l'autre. Non. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est 2 tâcherons qui ont écrit, pardon. C'est Robert Orci et Alex Kurtzman, c'est les mecs qui ont fait les films Transformers. Donc pour situer à peu près le niveau. Okay. Et c'est aussi les mecs qui ont écrit les reboots Star Trek de J.J. Abrams. Je crois qu'ils sont quand même mieux.
Qui sont mieux. Bon, je vais être honnête, c'est même si le deuxième, il y a des trucs. Moi, j'ai vu que la scène d'intro du deuxième. Le deuxième film, ils inventent un vaccin pour guérir la mort quand même. Bah ouais. Non, le deuxième film. Mais ça pose de première personne dans l'histoire. Hein. Mais ça pose de première personne de l'histoire qu'ils aient inventé ça. Ah non, mais c'est génial. D'ailleurs, il faudrait qu'on l'invente. Je sais pas si quelqu'un veut tenter le vaccin contre la mort. Je suis sûr que vous gagnerez beaucoup d'argent. Le vaccin contre la mort. Je suis prêt à investir. Ça me petit dire, ça m'énerve. Kickstarter. Kickstarter le truc. S'il vous plaît, envoyez vos dons. Vaccin contre la mort. Par contre, j'ai besoin de 1 milliard d'euros et. Non, t'as vu. Et je vous fais un vaccin contre la mort. Vas-y, je continue dans les qualités là. J'ai du beaucoup de mal à dire des trucs bien. Donc le costume est super bien fait. Les scènes de voltige sont très réussies. Vraiment très réussi, tu vois. Ouais, quand il se jette entre les bâtiments. Ouais, dans le premier film, t'avais des passages en vue à la première personne où tu vois il sauter sur les biens et tout ça. Là, ils ont conservé ça où tu vas vraiment voltiger à travers le truc. C'est vraiment bien fait. Hein. Et d'ailleurs, toute la séquence d'action au début où il affronte le Rhino est vraiment bien. D'accord. Il voltige à travers le truc, il saute, il fait des vannes comme Spider-Man. C'est pas trop brouillant comme ça. Non, c'est assez clair. Ouais, tu comprends ce qui se passe. Il fait des vannes comme Spider-Man ferait des vannes dans le comics. C'est étrange, j'ai l'impression que en fait c'est d'autres personnes qui ont écrit cette séquence et qu'après ils ont changé, ils ont pris d'autres mecs en fait. Parce que ça clash totalement. C'était dans le cahier des charges. C'était dans le cahier des charges. Donc il y avait ça, donc ouais, l'alchimie entre Garfield et Emma Stone qui fonctionne très bien. Voilà, ils sont aussi très mignons entre les deux. Bon, ça doit aider qu'ils soient aussi un couple dans la vraie vie. Et ils sont un couple dans la vraie vie. Je savais pas. Donc pour l'alchimie, bon, ça doit les aider. Donc voilà, ils seront les deux à sortir du film, quoi. Sinon tout le reste. Je vais parler de la musique encore. C'est Hans Zimmer a ramené ses meilleurs bras avec lui. C'est vrai? Ah oui. Il y en a partout. Mais partout. C'est... Voilà. Genre, Electro, son pouvoir c'est électrique. À un moment il se fight dans une centrale électrique. À chaque fois qu'il va sur un pylône, ça fait un son. Donc il joue toutes les mélodies comme ça. Et toutes les mélodies, ça bat de bras. C'est génial. Juste voir le film, on veut tous aller le voir. Mais tu sais quoi, j'ai envie de le voir. Juste pour rire. Juste pour rire. de le voir, ouais, voilà, juste pour déconner. Mais je sais pas si j'ai envie de leur donner des sous, quoi. Ouais, moi j'ai la carte illimitée, donc je suis allé, j'ai posé mes fesses dans le siège et j'ai regardé le film, tu vois. Mais... Ok. Voilà, ça m'a un peu... Je comprends pas, en 2014, en plus encore faire des films de super-héros comme ça. Ouais, on a eu The Dark Knight, on a Marvel qui fait des bons films. Bon. C'est le Batman Forever des films de Spider-Man. Putain, à ce point. Wolverine Origin. Mais franchement, c'est mieux. Même Man of Steel, moi qui n'ai pas aimé Man of Steel, au moins racontait un truc. Ouais. Il y avait des trucs bien, ça racontait une histoire. Ça le racontait mal, mais ça a essayé de raconter un truc. Ça le racontait mal, mais ça le racontait. Ouais, au moins il y avait un effort. Là, t'en as même pas, il n'y a pas l'histoire. Wolverine Origin, quand même, c'était quand même. Ouais, c'est un peu dur quand même. Wolverine Origin, c'est un peu dur là. Là, avec le Deadpool et tout, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y avait Deadpool, mais Deadpool, c'est quasiment Electro. L'arme X, ouais, voilà. Mais tu prends je sais pas lequel je préférais, avoir le Deadpool raté ou Electro. Electro tout bleu là, j'hésite encore. Electro tout bleu, tu sais, c'est peut-être. Ouais, je sais pas. C'est un peu comme les méduses en fait, tu sais. Les anguilles. Hein. Ouais, non, mais tu sais, il y a des méduses phosphorescentes, quoi. C'est un peu ça qu'il a sur la gueule. Ouais, il change, des fois il devient un peu rouge quand il s'énerve. Ah, ouais, ok, d'accord. Il a bouffé des Philips Hue, quoi. Voilà, et puis pour rester dans le cliché, il veut détruire Times Square, parce qu'il faut bien détruire un truc dans New York. Et puis c'est électrique, quoi. Voilà, il détruit Times Square. C'est nickel. Parfait. Donc, génial, j'ai trop The Amazing Spider-Man 2, n'allez pas le voir. Voilà. N'y allez pas, fuyez pour fou. Ok, ben voilà. Hein, ça fait longtemps que j'avais pas dit vraiment du mal d'un film. On attend la suite ou pas? Moi j'attends les Sinister Six, parce qu'il est réalisé par Drew Goddard. Drew Goddard, il est de la bande de Joss Whedon. Ils avaient fait ensemble La Cabane dans les Bois. Et j'ai l'impression que c'est l'erreur de casting dans le truc. Ils ont pris un mec compétent. Donc j'attends de voir comment ça va se passer. J'attends de voir comment ça va se passer. Putain, les mecs, je crois qu'on a fait une connerie. On a pris un mec qui sait faire des films. Donc on va voir. Ça peut marcher, quoi. J'ai gardé un petit œil dessus, je vais suivre l'histoire. Ouais, je sais pas. Mais ils vont le tuer, Spider-Man. Ils vont dégoûter tout le monde de la franchise. Mais non, ils ont inventé un vaccin contre la mort. C'est vrai. Donc avec un peu de chance, il y a Kirk Spock jusqu'à la fin des temps. Qui vont dire, hey. Mais Garfield a un contrat de 3 films et je sais pas ce qu'ils vont en faire après. Hein. Ils vont peut-être l'enchaîner ou le forcer à faire un truc, menacer sa famille. Moi, je me souviens quand même d'une scène émouvante quand il avait été annoncé comme reprenant le rôle de Spider-Man, c'est à Comic-Con. Il était arrivé déguisé, tu sais, il avait c'était bien ça. J'avais trouvé ça génial. Et je m'étais dit,
que bah, du coup il allait respecter le truc. Bah, après c'est pas lui hein, mais non mais lui il fait du mieux qu'il peut. Voilà, il a le film de matériel, il joue le. Bah, à un moment donné quoi, il faut qu'ils se disent il faut que j'arrête quoi parce que ça. Ils ont un contrat. Ouais. Mais c'est 3 films. Après il restera pas. Ils ont prévu 4 films, mais je sais pas qui vont en prendre pour le 4e film. Bon, on leur enverra une liste de noms. C'est ça. Contactez. Ils vont prendre le Black. Ils vont prendre Miles Morales qui va le remplacer. C'est ce qu'a dit Andrew Garfield, mais juste après ils ont dit non. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Pourtant ça serait logique. Plus avoir une minorité en super-héros, ça serait bien. Pas de noir, il a dit. On a déjà Nick Fury. C'est ça. On a déjà le quota. On a Nick Fury. Le seul noir qu'il y avait, il est devenu bleu. Le noir, oui, c'est ça. C'est personne de couleur. C'est pour ça. Bref, allez, vas-y, on va arrêter sur ces conneries et on passe à la suite. Et dans la rubrique manga animé. Ouais. Parce que là, c'est un truc qui bouge quoi. C'est du manga mais qui bouge. Et il y a de la couleur. J'ai fait tomber tous mes bouquins. Et ça c'est dans le bon sens aussi. Oui. Timothée va nous parler donc de Captain Planet. Ouais, alors en fait, j'avais plusieurs rubriques. Je m'étais dit, je vais peut-être faire. J'ai vu l'animé Batman and Son de DC Comics qui raconte une histoire sur Damian Wayne qui est le fils de Bruce Wayne et qui est le nouveau Robin, etc. J'ai vu l'animé, je l'ai trouvé bien mais sans plus. Parce que pour ceux qui connaissent rien à Batman et qui voulaient se renseigner sur le personnage, c'était cool. Mais si tu l'inscris dans l'univers complet, là c'est totalement what the fuck. Il y a un Deathstroke bizarre, il y a Nightwing, il a son ancien costume, on dirait qu'il n'y a pas eu d'autre Robin que le premier, etc. quoi. Donc voilà, je me suis dit non, je vais pas passer plus de temps là-dessus. Après ça fait des mois que j'ai envie de vous parler. Ouais. J'en ai marre de dire du mal. Voilà, j'aime pas trop dire du mal des choses, alors je me force à trouver des trucs. En ce moment, il y a un truc de fou au niveau des comics chez Marvel. Là, ils sont en train de lancer plein de nouveaux numéros 1. Genre dernièrement, il y a eu The Amazing Spider-Man 1 qui est sorti, dessiné par Humberto Ramos, qui est fait Out There, etc. Donc qui était avant sur joli, Spider-Man. C'est super bien dessiné. Vas-y, ferme-le comme ça, les gens ne verront pas. Tiens, on va le montrer, il est tout nu. Hop, donc c'est vachement bien dessiné. Et The Amazing Sleep Spider-Man. Donc c'est un peu un retour aux sources et c'est vraiment sympa. Il s'est fait un slip en toile. Ouais, parce qu'il y a eu un problème. Quand il va l'enlever. Ah ouais, mais il va avoir une épilation intégrale. Et dedans, il y a la série Inhumain aussi, qui est dessinée par Joe Madureira, donc un gros psychopathe. Niveau dessin, c'est hyper beau. Mais bon, je vais pas passer trop de temps dessus parce qu'il y a énormément d'autres comics à côté, genre Rat Queens, qu'il faut absolument choper. C'est un truc indé, c'est super cool. Sur une bande de nanas qui frappent des gens. Elles font partie d'une guilde dans un monde médiéval fantastique. C'est super drôle, décomplexé, c'est un peu pervers en plus, c'est assez rigolo. Attends, celui-là je le garde. She-Hulk, qui pareil, ça cartonne plutôt pas mal. Black Widow, dessiné par Phil Noto, ça défonce sa race. Miss Marvel, mon méga coup de cœur du moment, un comic sur Audrey où on suit une héroïne. Alors ça fait un peu de bruit au début parce que c'est une pakistanaise, enfin une américaine d'origine pakistanaise qui est en plus musulmane mais pas trop pratiquante, etc., qui devient Miss Marvel. Elle mange du fouet, quoi. Pour les puristes, elle mange peut-être du fouet, je sais pas, j'ai pas vu si elle mangeait du cochon ou pas. Mais c'est super bien dessiné, c'est un style assez particulier, mais c'est super dynamique, super drôle. Enfin, c'est vraiment ça. Je vous conseille de suite d'aller l'acheter. Et le Elektra 1, qui est hyper beau aussi. Donc il y a plein de trucs là en ce moment au niveau des personnages féminins. Ils sont en train de relancer énormément de trucs. C'est très beau. Oui. Après, faut voir à la longue. Donc ceux qui lisent des comics VO, mais en ce moment faites-vous plaisir. N'hésitez surtout pas à vous jeter sur les séries féminines. En plus, moi ce que j'aime, c'est qu'en bas à chaque fois il y a une pastille. Agent of Shield. Oui, bah ouais. Parce qu'il te dit que c'est connecté. Tout est connecté. Tout est connecté. Ouais. All is connected. C'est écrit en dessous. Et après, j'ai un autre petit coup de cœur rigolo. Ah. C'est Secret Avengers. Donc, on suit Nick Fury et Coulson avec Hawkeye, Black Widow, Spider-Woman et MODOK. Ouais, MODOK. C'est très décomplexé, c'est des missions d'espionnage un peu old school. Un peu old school, ouais, c'est un peu old school. Et tous les autres comics Marvel sur les héros,
à chaque arc ou chaque épisode, ils vont pas essayer de sauver le monde ou quoi que ce soit. Tu suis des tranches de vie et c'est assez intéressant. Donc s'il y a des personnages auxquels vous voulez vous mettre un peu plus, bah, c'est vraiment l'occasion parce que là, c'est du très très bon niveau. Donc voilà, je vais pas vous parler de ça, moi je vais vous parler de Captain Earth. Ça, c'est comment vous enfiler sans voilà. Donc en fait, Captain Earth, c'est un animé. Captain Planet. C'est pas Captain Planet, j'ai pensé au début. J'ai vu Kill la Kill jusqu'à la fin. Donc au début, c'était bien, après c'était vite chiant. La fin, ça s'est plutôt bien relevé. Space Dandy. What the fuck total, j'ai totalement décroché, j'ai rien compris à tous les épisodes, rien se suit, il n'y a pas d'histoire, ouais, mais il n'y a rien qui suit, genre vraiment rien, c'était... Bah s'il faut regarder ça quand t'as pris de la drogue. Oui, ah ouais, non mais carrément, c'est vraiment un truc de drogué, hein. Et donc bon, je suis... La drogue c'est mal. Ouais, la drogue c'est mal. Je suis aussi Nisekoi sur Anime Digital Network, une petite série assez sympa, mais... Ça fait un bout de temps qu'elle est sortie. Je vous en parle. Je cherchais un truc un peu plus d'actualité et là, Tumblr m'a sauvé la vie. Je me suis réveillé un jour, j'ai ouvert Tumblr et j'ai eu 30 milliards de gifs de cet animé-là. D'accord. Donc en général, ça veut dire que le fanservice, enfin pas le fanservice, la fanbase est à fond. Donc j'ai regardé le premier épisode et j'ai vraiment trouvé ça plutôt vraiment sympa. Donc je l'ai regardé avec Audrey. Audrey aussi a trouvé ça plutôt cool. Pourquoi tu m'enlèves le son ? Non, on sait jamais. Ok. Donc on suit. Alors l'histoire. Daichi Manatsu, tu m'enlèves tout, est un lycéen de 17 ans qui, après avoir vu un étrange arc-en-ciel flottant près du centre spatial de Tanegashima, a un sentiment de déjà-vu. Il est dans la matrice, quoi. Ouais, non, pas tout à fait. Ça lui rappelle un souvenir de son enfance. Ça notamment aux alentours de la mort mystérieuse de son papa. C'est presque ça. En fait, c'est un gamin qui arrive à générer un rainbow, un full rainbow, un cercle comme ça. Wow, that's a full rainbow all the way. Double rainbow. Oh my god. It's a double rainbow all the way. Whoa, that's so intense. Whoa, man. Wow. Whoa. 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 Oh my god. Oh my god. Oh my god. Woo. Oh my. Wow. Woo. À l'horizontale. Et ça, c'est trop puissant. Oh wow, c'est amazing. Et ouais, mon gars. Et tu sais le faire, toi ? Bah non. Et voilà, moi non plus. Et du coup, ça marque. Mais ma vie n'a pas changé parce que je savais pas faire un parce que tu l'as pas revu après. Ok. Et donc lui, il a revu cet arc-en-ciel-là. Il va se rediriger vers tout ça et ça va réactiver certains souvenirs. Il va re-rencontrer des personnes. Il va avoir des réponses à ces questions autour de la mort de son père. Des petits trucs comme ça. Pour au final piloter un méga mecha. Donc c'est un animé de mecha. Ah bah commence par là. Je suis en train de me dire mais ok, un mec qu'est-ce que c'est que tout ça c'est fait par le studio Bones qui a fait notamment Wolf's Rain, Star Driver, Cowboy Bebop le film, Escaflowne le film. C'est dirigé par Takuya Igarashi, donc qui a fait Utena, Star Driver aussi, Mushishi, Uran High School Host Club. Ça c'était très drôle comme petit animé. Le mec qui s'occupe des mechas, donc c'est Koyoma Shigeto qui s'est occupé du design des Eva sur les 3 derniers films. D'accord. Donc pas les originaux, mais les évolutions. Voilà, il y a eu quand ils ont refait les films, ils les ont retravaillés un tout petit peu. Oui, c'est vrai qu'ils étaient différents. Kill la Kill et Gurren Lagann. Donc bon, au niveau des mechas, c'est plutôt une bonne valeur sûre. L'animation est parfaite. J'ai vraiment accroché à ce petit truc là. Donc ça va certainement pas être l'animé qui va tout défoncer, mais j'ai trouvé les mechas. Il y a plusieurs styles de mechas dans l'histoire. Il y en a qui se rapprochent vachement des Gundam, il y en a qui ressemblent plus à ceux de Pat Labor. D'autres qui ressemblent plus aux Eva mi-organiques et tout. D'accord, mais en fait il y a différents styles quoi. Il y a différents styles de mecha.
Donc il y a des méchants qui ont des mechas différents, etc. Mais l'histoire globale, donc ce mec-là il fait des arcs-en-ciel et un jour il se retrouve à piloter un méca. En fait, il retrouve le gamin qui fait les arcs-en-ciel. D'accord. Et ces enfants-là, ils sont plusieurs. Ils ont des pouvoirs spéciaux. Enfin, pouvoirs spéciaux, c'est des enfants artificiels en fait. D'accord. Il y a des petits trucs spéciaux. Et il y a une invasion alien qui se prépare plus ou moins. Qui c'est un mélange de Pacific Rim mélangé à Evangelion. Alors, pour moi, ça me fait vraiment penser à un Evangelion quand même. Ouais, c'est ça. Où les aliens vont attaquer petit à petit, etc. Où tu vas éventuellement te rapprocher des aliens, où tu vas trouver une solution mi-humaine, mi-alien, des petits trucs comme ça. C'est pas hyper original au niveau de l'histoire, même au niveau du choix des personnages, au niveau de tous les personnages sont très cool. Mais voilà, c'est vraiment des stéréotypes où t'as le gamin passif qui se pose plein de questions, le héros super plein d'énergie qui a vraiment une bonne gueule, moi c'est vraiment le perso qui m'a donné envie de suivre la série. Il est vraiment vraiment sympa. Il donne autant de bonne humeur que Naruto en fait. Ok. Tu vois, c'est vraiment un personnage très positif. Il y a la nana timide, il y a la nana totalement déjantée, aqueuse, qui ressemble à Ed de Cowboy Bebop. La première fois que tu la vois, elle a des grosses lunettes, elle a les cheveux roux comme ça, en gros plan, un méga smile. C'est un clin d'œil ultime, ou c'est du pompage. Je préfère dire que c'est un clin d'œil. C'est vraiment... Timo Bisounours. c'est un animé qui est vraiment sympa à voir. Je veux regarder au moins les premiers épisodes parce que l'histoire de fond commence à se mettre en place assez rapidement. Tu sens qu'il va se passer quelque chose de grave, mais ils n'hésitent pas à alterner avec des tranches de vie de bonne humeur, des trucs un peu fun qui permettent d'insouciance, où tu vas découvrir les personnages petit à petit. C'est très bien amené. Tout est vraiment bien écrit pour amener tous les personnages comme il faut. Et tu passes 25 minutes de plaisir en fait. C'est vraiment cool. Donc en dehors des trucs qui font un peu trop pomper au niveau des mechas et des personnages qui ne sont pas vraiment hyper originaux, c'est vraiment une bonne partie de plaisir. D'accord. Donc vous pouvez voir ça en simulcast sur crunchyroll.fr. C'est diffusé depuis le 5 avril. Donc là, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 5 épisodes qui sont sortis. Au jour d'aujourd'hui, mais... Si, là, au jour de maintenant. Là maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a 5 épisodes qui sont sortis. Je vous conseille fortement de regarder parce qu'à mon avis, ça devrait vraiment décoller. D'accord. Voilà, ce sera tout pour moi, monsieur. Très bien. Captain Earth, donc, sur Crunchyroll. Sur Crunchyroll. J'aime bien leur logo à Crunchyroll. Et je m'en souviens plus. Très bien. C'est un C ? Ferai attention. Non. Pas, c'est un... Tu verras. Sur du jaune. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est du style dans le truc. Bref, sur ce, on enchaîne avec la suite. Et pour terminer l'émission, tu vois, j'ai réussi à le dire, c'est pas facile. On va répondre à une question. La question qu'on nous a posée sur le chat en live, et je crois que c'est Lolo Kun qui l'a posée. Ouais, c'est ça. Allez-vous passer nous voir à Japan Expo finalement? Finally, j'ai envie de dire. Eh bien, écoute, on discute avec KZTV pour voir si le samedi on peut avoir un bout de stand pour tourner quelque chose. Si ça se fait, on montera. Alors pas les 5 jours. On viendra spécialement pour tourner. Le truc, c'est qu'en fait, pour le moment, on n'a pas de certitude sur le fait qu'on ait ou pas les 20 petits mètres carrés dont on va avoir besoin. Parce qu'il y a quand même du matériel, donc il faut un peu de place. Mais bref, donc si Kazé arrive à nous trouver ça, arrive à nous caser, je dirais que oui, on viendra à Japan Expo pour tourner, et puis voilà, ça fait toujours du bien de se taper des heures de route pour aller à Paris, être défoncé après un tournage et tout ça, quoi. Vous avez de belles cernes. C'est ça. Non, voilà, donc du coup, on va essayer. Puisqu'en fait, on n'a pas de nouvelles de Feu Comic-Con, qui viendra peut-être un jour. Oui, bref. Et il va falloir qu'on lance d'ailleurs le truc du salon là aussi pour qu'on aille tourner chez quelqu'un. Ça peut être cool. Il faut un grand salon déjà. Je dis, il faut 20 mètres carrés, c'est minimum. Faut prendre la place. Bref, ça fait chier ce truc, ça fait beaucoup de lumière.
Donc bref, c'est tout. T'as un truc à ajouter, toi? Rien? Non? J'ai déjà dit plein de choses. Ouais, c'est pas normal. C'est bon, t'as craché ton temps. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, allez liker la page Facebook, évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Voilà, d'ici là, je vais essayer de trouver un chômeur ou un truc comme ça pour mettre à jour le site parce que j'ai pas le temps. Petit chinois dans la cave. Petit chinois dans la cave, exactement. Et puis voilà, c'est tout, ce que j'avais à dire. Si Agent of Shield est renouvelé. Youpi. C'est toujours ça. Bref, et donc dans 15 jours pour le prochain numéro. Ciao. Ciao.